On n'a pas beaucoup de choix face au chaos. On peut essayer de le fuir, on peut essayer de le combattre, ou on peut le laisser nous dévorer. On peut se réfugier au fond d'une grotte en attendant que l'orage passe. On peut renoncer, désespérer, se convaincre que tout est joué. Ou bien on peut continuer à se lever chaque matin. Certains diront pour planter des tomates, d'autres pour faire, à leur échelle, quelques pas de plus, ouvrir des chemins, tenter de déplacer le cours des choses. Et puis il y a ceux qui créent, ceux qui écrivent, filment, peignent, composent. Non pas parce qu'ils pensent arrêter les guerres ou empêcher les catastrophes, mais parce qu'ils refusent que le chaos ait le dernier mot. La beauté sauvera le monde, écrivait Dostoïevski. La formule est célèbre, elle est aussi énigmatique. Car de quelle beauté parle-t-on ? Et surtout, que peut réellement l'art lorsque le monde semble vaciller ? Vous l'aurez compris, que peut l'art face au chaos ? C'est le thème de ce 12e épisode de L'Orient la nuit. Massa el Khair. Bienvenue dans L'Orient la nuit, le rendez-vous de ceux qui veillent. Un podcast réalisé par Anthony Samrani, Stéphanie Khouri et la rédaction de L'Orient le jour depuis Beyrouth. Johanna Hajitouma, Khalil Jreich, bonsoir et bienvenue à vous deux. Bonsoir. Alors on pourrait vous présenter comme artiste, on pourrait vous présenter comme cinéaste, réalisateur, archiviste. Vous préférez le terme de chercheur. Vous cherchez quelque chose sans toujours savoir quoi exactement. Vous cherchez ce qui a disparu, vous cherchez les traces laissées derrière nous, les histoires oubliées, les pages manquantes, les obsessions qui traversent les générations, les silences aussi. Chercher, ça veut dire que vous acceptez aussi de ne pas savoir. Vous avancez avec des questions plutôt qu'avec des réponses. C'est peut-être ça qui traverse toute votre œuvre, cette volonté de faire apparaître ce qui a été invisible, de retrouver ce qui a été effacé. Je dis vous car vous venez souvent en paire. On dit Johanna et Khalil, comme on disait autrefois Pierre et Marie. Vous êtes deux voix, deux regards, mais vous partagez une même conversation qui dure depuis maintenant plus de 30 ans. Vous êtes nés tous les deux à Beyrouth en 1969. Vous avez grandi pendant la guerre civile libanaise. Est-ce que c'est cette enfance dans un pays où l'histoire disparaissait sous les décombres qui a nourri votre goût pour les archives ? On vous posera la question. Alors voilà, il y a le fond, ce fil rouge, cette obsession pour les traces, et puis il y a la forme, le médium. Le grand public vous connaît pour vos films à succès, mais vous ne vous limitez pas à un seul art, vous refusez les cases toutes faites. Il y a le cinéma, oui, mais il y a aussi la photographie, il y a les performances visuelles, les installations, la sculpture, il y a la fiction, mais il y a aussi les documentaires. Bref, vous touchez à tout et vous aimez ça. Citons notamment Memory Box, sorti en 2021, où vous racontez l'histoire d'une adolescente qui découvre à travers une mystérieuse boîte à souvenirs l'adolescence de sa mère pendant la guerre civile libanaise. Dans The Lebanese Rocket Society, en 2012, vous retracez l'histoire oubliée d'un groupe d'étudiants libanais, arméniens, qui avaient lancé un programme fou dans les années 60 pour envoyer une roquette dans les étoiles, dans l'espace. Dans Riam, vous donnez la parole à d'anciens détenus d'un camp du sud du Liban. Votre projet Unconformities, dans lequel vous explorez à travers des carottages du sous-sol les couches invisibles du temps et ce qu'il raconte de nos villes. Voilà, c'est quelques exemples, il y en a beaucoup d'autres, mais ils dessinent les contours d'une œuvre colorée. C'est des projets très différents qui, a priori, ne pourraient ne pas avoir grand-chose en commun, à part peut-être cette question. Que reste-t-il quand tout semble avoir disparu ? Bienvenue à vous deux, nous sommes ravis de vous recevoir et de passer cette heure ensemble, durant laquelle on va essayer de comprendre ce que peut l'art face au chaos de notre monde. Khalil, Johanna, juste avant l'émission, vous nous disiez tous les deux, nous deux, c'est pas un plan de carrière, nous deux, c'est un projet. Comment il est né ce projet ? C'est un projet de vie, on avait dit. C'est un projet de vie, c'est encore plus fort. Beaucoup de choses qu'on fait tous les deux, c'est des rencontres. C'est pas du tout stratégique. On s'est pas un jour dit on va travailler ensemble, on va devenir cinéaste, on va devenir artiste. Ça s'est pas passé comme ça pour nous. En fait, on s'est connus, on avait beaucoup de choses en commun. Comment vous êtes rencontrés déjà ? On s'est rencontrés dans... Vous étiez enfant, oui. Oui, dans un village à Betmeri. Et en fait, on s'est pas du tout aimés au début. On se haïssait. Alors, dans le village, il y avait une scission. Vous avez compensé depuis. Voilà. Et après, il y avait le clan Johanna et le clan Khalil. Voilà.
Et ensuite, nettement plus nombreux. Et ensuite, on s'est revus. On se déplaçait beaucoup pendant les guerres civiles. Donc, on se retrouvait dans un chalet à Manar, enfin, dans un complexe balnéaire. Et là, je me suis dit, en fait, quand même, il est intéressant. On est devenus amis, et très amis. Puis, vraiment très, très amis. Puis, bon. Qu'est-ce qui a fait que c'est devenu une évidence au fil du temps ? Je pense que il faut se remettre un peu dans le contexte. C'est-à-dire que nous, on a 19 ans, c'est à peu près la fin des guerres civiles libanaises, mais le sud est encore occupé. On se demande qu'est-ce qu'on fait, et on est un peu submergé par cette ville. Khalil faisait de la photo, moi j'écrivais, c'était mon rêve d'écrire, et petit à petit, lui a fait plus de photos, puis nous, on s'est mis à se poser des questions de qu'est-ce qu'on fait de ces traces, comment on gère l'après. En fait, déjà, ça nous paraissait très nécessaire de poser ces questions et de ne pas passer tout de suite d'un état de paix d'un état de guerre plutôt à un état de paix. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire un travail artistique ensemble. Rien n'a été vraiment fomenté, disons. Et on n'a même pas étudié l'art et le cinéma, tous les deux. Donc ça a commencé, c'était un peu comme une transition entre votre manière à vous de digérer la guerre, d'en faire quelque chose. Mais le cinéma, comment ça vous est venu ? C'était un rêve de faire des films. Depuis toujours ? C'était pas un rêve partagé par nos familles aussi. C'est-à-dire que c'était compliqué, surtout. On connaissait personne. On connaissait pas de cinéastes, on connaissait pas d'artistes. C'était pas des choses qui nous semblaient accessibles. Ça s'est fait vraiment par un incroyable hasard de la vie, des rencontres. C'est vraiment, je pense, ce qui fomente notre vie à tous les deux. C'est de se laisser séduire par les gens, les choses, les accidents, et de les suivre. Et en fait, ça s'est passé comme ça, notre travail. Vous pouvez nous raconter justement concrètement, parce que vous passez quand même des années sur des films, vous y mettez tout ce que vous avez. Comment ça se passe ? Comment vous décidez, tiens, ce sujet-là, je vais passer des années à travailler là-dessus, on va se concentrer à 100% sur ce projet ? Ce qui est sublime et en même temps terrifiant dans le cinéma, c'est que c'est des projets très très longs qui nous engagent sur des années. Donc il ne faut pas que ça soit simplement une bonne idée. Il faut que ça soit quelque chose de profondément sincère et qui nous engage complètement. Il y a quelque chose de l'ordre de la nécessité qui doit venir. On dit souvent qu'on en est venu à cette pratique par nécessité. Une interrogation sur ce qu'on fait là, sur un certain rapport au réel, une interrogation sur comment croire à ces images, comment croire à ces récits qui se mettaient en place, parce qu'on parle d'une période juste après les guerres civiles libanaises où on nous disait tout est réglé, c'était presque un accident. On avait du mal à y croire. Ça, c'est peut-être un autre fil conducteur dans notre recherche, c'est qu'on essaye des manières de croire en ce monde. C'est une phrase un peu de Deleuze qui dit ça, c'est des raisons de croire en ce monde. Et donc nous, d'une certaine façon, nos idées, c'est pas ce qui importe. Il faut trouver une nécessité. Et cette nécessité, c'est un questionnement qui est parfois un peu dur et sincère, parce que parfois on a de très bonnes idées et on dit non, ça ne tiendra pas la longueur. Il y a plusieurs choses. Je crois que d'abord, il y a aussi aimer raconter des histoires. Alors, quand on dit raconter une histoire, ça ne va pas forcément être quelque chose de linéaire, ou ça peut être aussi juste raconter des états, raconter des émotions, raconter des moments. On adore raconter des histoires. On adore qu'on nous raconte des histoires. Et au départ, ce qui nous a beaucoup poussé à faire des films, c'était cette idée que on n'aimait pas forcément les images qui étaient représentées sur notre région, dans notre région. On voulait raconter des histoires qui nous ressemblent, montrer des représentations, des images dans lesquelles nous, on peut se reconnaître, nous et d'autres. Et puis, quand on vit au Liban, il y a beaucoup d'histoires à raconter. Et le raconter une histoire, parce que nous, on vient aussi de la littérature à l'origine, c'était automatiquement des interrogations sur les modes de narration. Comment raconter une histoire ? Et c'est peut-être s'intéresser à la spécificité de certaines situations. On ne peut pas raconter une histoire au Liban comme si elle se passait ailleurs. Le nom d'un personnage, les causalités ne sont pas les mêmes. Vous pouvez être le premier de la classe, vous n'aurez pas le job forcément. Vous tuez quelqu'un, vous n'allez pas forcément en prison. Il y a des modes de causalité qui sont spécifiques, on va dire. Et c'est ce qui nous intéressait, qui nous a permis d'interroger aussi immédiatement les formes de représentation. J'aimerais revenir juste sur le mot nécessité, parce que je trouve qu'il est très fort. Cette nécessité,
qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Un cheminement, vous avez l'impression, film après film, il y a quelque chose qui se bouscule, qui se passe, ou finalement on passe sa vie à chercher et ça ne nous mène pas forcément quelque part, mais l'important c'est de continuer de le faire. Disons que nous, quand on fait un projet, ce n'est pas qu'on adapte un programme. C'est qu'on s'embarque dans quelque chose, ne sachant pas exactement comment ça va se passer. Même dans la façon dont on travaillait avec les acteurs, par exemple, où on travaillait, c'était basé énormément sur les improvisations, même s'il y avait un scénario. Et chaque projet nous fait évoluer. Et donc, en nous faisant évoluer, il se transforme dans le temps. Et cette transformation nous amène aussi à autre chose. On essaye d'échapper à la notion de style. On n'essaye pas de faire toujours le même film en essayant... pourtant, les gens reconnaissent notre cinéma, mais ce n'est pas parce que, voilà, on a cette signature. On a une démarche. La démarche, elle consiste à interroger un certain réel, d'être une émanation de ce réel et d'essayer de trouver dans ce réel des modes que nous, on considère poétiques. Qu'est-ce qu'on entend par poétique? C'était des formes, je dirais, de raison de croire en ce monde, de pouvoir dépasser les violences subies, de ne pas en faire des traumatismes, de ne pas se retrouver muet face à certaines situations, de ne pas se faire silencier. Et ça a marché? Sur certaines choses. Je pense qu'il ne faut pas voir les choses comme une accumulation. N'est-ce pas? Ou c'est comme dans les carottages sur lesquels on travaille depuis un moment. Vous voyez, des sédimentations. Quand on va regarder ce qui est invisible à nos yeux et qui est sous terre, on comprend aussi très bien qu'en fait, les choses se passent par action. C'est-à-dire que les temporalités sont souvent bousculées. C'est un chemin, c'est une aventure qu'on fait à deux et on essaye d'être surtout le plus sincère par rapport au sujet qui nous intéresse, qui nous semble vraiment important à ce moment de nos vies. Quand on a fait, par exemple, la Lebanese Rocket Society, l'aventure spatiale libanaise dont tu parlais, Stéphanie, c'est par hasard aussi. Beaucoup de choses se passent parce que tout d'un coup, ma sœur Tania avait retrouvé plein de documents et elle me dit, est-ce que tu sais qu'il y a une aventure spatiale, qu'il y a eu des gens qui ont voulu aller dans l'espace? Ça coïncide avec ce moment, justement, où on est en 2009. Il y a eu la guerre de 2006. La région a l'air d'être très calme, sinistrée. On se pose la question, est-ce qu'on peut encore rêver? Est-ce qu'on peut rêver d'espace? Est-ce qu'on peut rêver de conquête spatiale? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de science-fiction dans nos régions? Et tout ça, tout mélangé, ça fait qu'on se lance dans ce projet. Et en se lançant dans ce projet, on va rencontrer des tas de gens. Et en rencontrant ces gens, ils vont nous amener vers d'autres choses. Et voilà comment ça va se passer. Au lendemain des guerres civiles, on nous avait dit voilà, c'est comme ça. Et nous, tout d'un coup, on a senti quelque chose d'un peu différent. On a senti qu'au-delà de ces apparences, il y avait des choses qui étaient latentes. On parle beaucoup de latence dans notre travail. Alors la latence, c'est quelque chose qui existe, mais dont les conditions de visibilité ne sont pas toujours là. On vient, nous, de la photo argentique, moi. C'est-à-dire qu'à l'époque, on prenait une photo avec un film photographique et on devait le développer par la suite et puis après le fixer, etc. Ce processus-là est métaphorique un tout petit peu de certaines choses qui sont présentes, mais qu'on ne voit pas forcément. Il y a des problèmes, on les sentait. Et tout le monde nous disait non, ça va très très bien. Et nous on disait non, il y a quelque chose, on sent quelque chose. Et c'est ce sentiment qui nous a commencé à nous pousser à commencer à travailler. Et à essayer de révéler, parce qu'il y a un travail de révélation de la latence, les états dans lesquels on vivait. C'est quoi la nécessité du moment ? Comment tu continues, en fait, quand tu es face à ce monde aujourd'hui qui a l'air de se défaire, beaucoup de choses auxquelles on a cru ou qu'on espérait qui n'adviennent pas. Au contraire, on a vraiment l'impression de basculer. Et là, à ce moment-là, comment tu confrontes ce chaos dont tu parles? Est-ce que l'art a quelque chose à raconter, à apporter? Est-ce que l'image peut encore quelque chose? Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut raconter aujourd'hui? Cette nécessité aussi, elle ne vient pas forcément de sujet, elle vient aussi de nous. C'est-à-dire que notre façon de confronter ce monde, c'est aussi de créer, en fait. Alors, il y a autre chose aussi.
C'est-à-dire que vous êtes des journalistes politiques. Moi, je me retrouve beaucoup dans certaines choses que vous avez dit, dans la question de la nécessité du moment qui nous mène à quelque chose, où on y arrive un peu par hasard ou pas. Voilà, mais nous aussi... Moi aussi, mais ça va faire faillot, donc... Non, la question, c'est que nous, on s'intéresse à ce qu'on dirait le politique, c'est-à-dire c'est un mode de production de sens. Alors bien sûr, nous, on considère qu'on fait encore plus de politique que les politiciens. Une image suppose un affect, c'est-à-dire qu'elle est supposée avoir une certaine efficience, elle est censée avoir un déclencher effet. Quelque chose chez la personne qui Aujourd'hui, regarde. depuis quelques années, et nous, on a grandi avec l'idée que l'image peut être utile, en tout cas, ou peut avoir une conséquence. Une conséquence, pas une utilité, une conséquence plutôt. Et depuis quelque temps, on voit des images qu'on n'aurait jamais pouvoir imaginer vivre et qui ne créent pas d'empathie. C'est la saturation d'images qui a un effet opposé. Je ne suis pas sûr que ça soit la saturation d'images. Ça, c'est une réponse, une interprétation. Je ne crois pas que ça soit juste ça. C'est la même question que vous vous posez, c'est-à-dire qu'en produisant des images, nous, on se dit qu'elles ont quand même un effet. On l'espère. On se rend compte aujourd'hui que quand même, on voit tout. Tout est devant nous. Il n'y a rien de caché. Avant, on pouvait dire, on ne savait pas pendant la Seconde Guerre mondiale ce qui se passait. Aujourd'hui, on sait tout. On voit tout. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On avait déjà interrogé ça en 2008, quand on a fait le film « Je veux voir » avec Catherine Deneuve et Rabia Amroué. C'était exactement le même principe, c'est-à-dire qu'on se rendait compte que durant la guerre de 2006, on avait énormément d'images, mais qu'elles n'arrêtaient pas le conflit. Aujourd'hui, on a énormément d'images du génocide palestinien et ça ne s'arrête pas. Donc à ce moment-là, comment on fait ? Et cette question, elle est aussi à vous, parce que quelque part, comment on fait pour continuer à croire ? Parce que c'est la même chose pour vous, cette nécessité de J'ai continuer... beaucoup ça avec les mots. Voilà, à écrire et à donner des nouvelles, à informer, à analyser, alors que, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Comment on va reprendre, en fait, en main ce monde qui se défait sous nos yeux ? On va poursuivre dans quelques instants cette conversation. On va juste faire une courte pause pour écouter Enfin la nuit, une composition de Sherbel Haber, avec qui vous avez beaucoup travaillé, et Fadi Tabbal. C'est un morceau qui est né dans le Beyrouth de l'après-explosion du 4 août 2020, une pièce un peu hypnotique qu'on écoute comme on écouterait la bande-son au lendemain d'une apocalypse. Beyrouth toujours vivante, mais fantomatique. On écoute. C'est un magnifique morceau de Charbel et Fadi. Et Charbel est un très grand collaborateur à nous. Il a fait la musique de pratiquement tous nos films. Certaines installations aussi. Voilà. Il est très présent dans nos vies. Et... En fait, il y a une certaine puissance poétique. C'est le terme qu'on utilise. Alors que ce sont parfois des sons qui sont étranges, surtout des sons de drone. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous perturbe énormément. Mais d'essayer de retrouver une possibilité harmonique au milieu de ça, à partir d'éléments de plus en plus minimaux et qui rendent compte d'un état qu'on arrive à ressentir, c'est quelque chose d'assez mystérieux. Juste avant d'écouter cette musique, on essayait de comprendre tous ensemble, finalement, pourquoi nos mots, pourquoi nos images
ne parviennent plus à faire bouger les choses, ne parviennent plus à réveiller les consciences. Est-ce que c'est nous, l'émetteur ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un problème de notre côté ? On n'utilise plus les bons codes, la bonne façon de communiquer ou de transmettre des images ? Est-ce qu'il y a un problème au niveau du récepteur ? Khalil, tu disais, c'est pas seulement l'abondance, il y a d'autres raisons. Ça m'intéressait de connaître lesquelles, à ton avis. Et de façon plus générale, à partir du moment où on admet que notre impact est au mieux très limité, qu'est-ce qui fait qu'on continue ? Quel est le moteur ? Moi, je sais que c'est une question que je me pose tous les jours, d'autres à Lorient le jour aussi. Alors déjà, je voudrais faire une distinction parce qu'on est dans des régimes radicalement différents. Parce que tu as renvoyé à un lexique qui vient de la communication. Émetteur, récepteur, message, etc. L'art fonctionne presque à l'opposé de ça. Mais la question demeure à qui on s'adresse, comment on s'adresse. On a l'impression qu'on a besoin d'incarnation. L'incarnation, c'est d'essayer de pouvoir trouver quelque chose qui arrive à rester, comme une sensation qui demeure après les faits. Et c'est ça pour moi l'incarnation d'une certaine façon. Donc c'est ce qui me pousse à devoir rendre compte, quand on parlait des latences tout à l'heure, de ces choses qui sont invisibles, qui sont là mais qui ne sont pas visibles, il faut leur donner une incarnation, une forme. Automatiquement, on est dans le domaine de l'art, pour moi. C'est-à-dire que de penser la forme, non pas une forme qui va de soi, mais de devoir l'inventer à cause de la situation, ce sont des questions d'esthétique. Quand on interroge nos médiums, oui. Quand on se dit, est-ce que la photo, l'image, l'art, le journalisme, la critique, l'analyse, tout ça, oui. Il faut se poser la question de comment faire pour que ça continue de communiquer d'une façon ou d'une autre. Je pense que ce n'est pas l'art qui doit servir à quelque chose. C'est pourquoi on en a besoin, finalement. Moi, ma grande leçon, ça a été quand on a fait le film Khiam. Donc, c'est un film où on parle à 6 détenus qui ont passé entre 7 à 10 ans dans un camp de détention au sud du Liban et ils n'avaient accès à rien. Vraiment rien. Ils étaient systématiquement torturés. Ils ne pouvaient même pas ramasser une pierre. On leur donnait rien. Des habits trop larges. Et en fait, pendant ce temps de la détention, leur façon de garder leur humanité, et on le voit dans beaucoup de prisons d'ailleurs, c'était de désobéir et de fabriquer des objets et d'avoir recours à l'art. Et avant ça, ils n'étaient pas artistes. Après ça, aucun d'entre eux n'a continué pratiquement à faire de l'art, je pense. Mais c'est de l'art ou de l'artisanat ? Pour eux, c'est des objets artistiques. Ils les définissent comme des objets artistiques. Nous ne les définissons pas, en fait. Pour eux, c'est un objet utilitaire aussi. C'est un objet utilitaire parce qu'il fallait, par exemple, faire l'aiguille. Mais après, ils prenaient des noyaux d'olive qu'ils frottaient pour en faire des chapelets. Donc bon, c'est à ça qu'ils tenaient le plus. Ils étaient prêts à se faire torturer pour créer quelque chose, pour désobéir, préserver leur humanité. Quelque chose auquel je pense souvent. Ce souffle qui est en nous et qui fait que finalement, on crée. Moi, je pense beaucoup à ce que je fais et aux spectateurs, mais je le postule. Je ne sais pas qui c'est, mais je postule l'autre. Je postule l'autre à qui je parle, à qui je vais montrer cette œuvre, un autre qui n'a pas de nationalité souvent précise, mais qui quand même en a une aussi. C'est-à-dire que c'est pas la même chose quand je fais une œuvre. Je pense à mon public ici, même si je ne sais pas qui c'est. Johanna disait, on le connaît pas. Et à chaque fois, c'est une rencontre. Et d'une certaine façon, cette rencontre ne peut être belle qu'à partir du moment où elle est imprévue. Les pires œuvres sont celles qui ont été déterminées pour un public précis. Et la plupart du temps, elles étaient méprisantes pour ce public. Donc nous, on a une grande foi dans l'autre. Et cet autre, on l'accepte au sens large. On l'espère, on l'aime d'avance. Mais on l'aime parce qu'il va nous aimer aussi. Et donc c'est un... Pas parce qu'il va nous aimer, mais parce qu'il va se poser des questions
avec nous, qu'il va être intéressé par les mêmes interrogations. On n'a pas cette idée très romantique de l'art, c'est-à-dire l'art, le cinéma, c'est aussi des possibilités de partage, des lieux de mise en commun. Nous, on croit beaucoup à ça, c'est-à-dire les expositions, comment on les fait, c'est souvent des lieux d'expérimentation, les films, c'est aussi pour tout ce qui peut nous rassembler. Et donc les dispositifs sont importants, les lieux sont importants. On croit par exemple à la puissance de la salle. La perception d'un film n'a rien à voir quand on le regarde chez soi et quand on le regarde dans un endroit commun ou public. Chez vous, vous êtes habitué à regarder un film, vous connaissez la maison, le soir quand il y a une coupure d'électricité, vous connaissez le chemin. La perception est atrophiée. Dans un espace commun, elle est développée, elle est dans toute sa puissance. Et à ce moment-là, il y a autre chose qui se joue. En discutant avant cette émission, vous parliez aussi d'inventer des nouveaux langages. Est-ce que la géologie, par exemple, c'était un nouveau langage pour vous? Et qu'est-ce qui vous permettait de dire ou d'explorer qui n'était pas possible Notre façon de faire, c'est de regarder à travers le regard des autres, en fait. Donc, quand on a fait le projet spatial, c'était vraiment de regarder à travers le regard des physiciens, de voir à travers eux. Nous, on est tombé un peu en archéologie par hasard, encore une fois, parce qu'on a été sur un chantier avec un ami, Philippe Fayad, qui fait des carottages. Donc, les carottages, c'est ces cylindres qui vont aller aspirer des pierres et de la terre pour qu'on puisse étudier le sol avant toute construction. On s'est dit, c'est incroyable parce qu'ils vont aller à 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres et ils vont ramener des traces minimes de choses qui est invisible à nos yeux et qui sont tous les souterrains des villes, en fait. Et à partir de ce moment-là, ça nous a totalement fascinés. Parce que c'était des possibilités de raconter ce qu'on ne voit pas. C'est ce qui nous passionne aussi, comment l'histoire se transmet, comment elle s'archive, comment elle s'indexe, comment elle va aussi être déconstruite ou construite et comment elle va faire notre imaginaire, justement. Donc, avec toutes ces sédimentations, tout d'un coup, on avait accès à ça. Et tu me racontais aussi cette histoire très belle. Quand il y a un tremblement ou un séisme dans la Terre, il y a 2 époques qui se rencontrent. Et tu me disais, il y a quelque chose de nouveau qui se crée et tu le vois. C'est ça qui a donné en fait un peu le nom à ce projet. On l'a appelé Unconformities Discordance, qui est un terme géologique pour parler des intervalles en fait et de comment après une catastrophe, 2 séquences temporelles qui n'auraient jamais dû se rencontrer finissent par se rencontrer à cause d'une catastrophe et créent du renouveau, de la régénération. Et je crois que ça c'est ultra important pour nous, spécifiquement dans ce pays. Ce sont des cycles de désastres et de construction, de catastrophes et de régénération. Qu'est-ce qui est invisible et qu'est-ce qui est latent en ce moment au Liban? Il y a des choses qui sont là depuis longtemps. Il y a des fantômes, il y a des traces, il y a des latences. Les latences, ça peut être certains problèmes qu'on ne voulait pas voir. Il y a les anciennes, donc celles dont on a hérité, mais il y en a beaucoup de nouvelles. En tant que plasticien, cinéaste, on se pose souvent la question de l'échelle. Comment rendre compte de quelque chose, de l'étendue d'une destruction? Comment on la filme? De quel point de vue? Est-ce qu'on se met loin, mais à ce moment-là, on a l'impression que c'est pas détaillé? Est-ce qu'on se met devant? Le gros plan va dramatiser, etc. Toutes ces questions-là créent des interrogations sur les modalités même de notre possibilité de représentation. C'est pas une question de devoir, mais c'est un axiome, dans le sens c'est notre réel. On vit dedans. Les questions d'échelle, comme disait Khalil, sont assez intéressantes pour répondre. Je vais faire un petit détour. Dans le sens où, en fait, les questions d'échelle, c'est ce que notre regard ne peut pas voir, n'est-ce pas? L'œil humain ne peut pas tout voir. Et l'invisible, le latent, c'est ce qu'on ne voit pas. Mais ce qui est présent, qui est autour de nous, mais qu'on n'a pas encore perçu. C'est « je suis là même si tu ne me vois pas », en fait. L'archéologie, elle va beaucoup utiliser le drone, pas celui qu'on entend, mais celui qui filme, et ça va donner une échelle
c'est l'infiniment grand. Et elle va aussi utiliser énormément le microscope, l'infiniment petit. Et en fait, c'est le fantastique. Et moi, je crois que nous, on est dans un temps, et spécifiquement dans ce pays, où on est entré dans une forme de fantastique et de science-fiction. Et c'est ça, moi, je l'ai ressenti extrêmement fortement au moment du 4 août, qu'on a basculé dans autre chose et que beaucoup de choses se sont invisibilisées à ce moment-là. Et je crois que plutôt que... Lesquelles, par exemple ? Ce qui nous reliait est de plus en plus invisible. L'empathie est de plus en plus absente. Et ça me perturbe énormément. Comment je peux, d'une façon ou d'une autre, remettre des choses ensemble pour qu'on puisse se poser cette question de l'autre, de l'empathie, du possible, du possible vivre ensemble qui semble s'éloigner de nous. Et je pense que parfois l'invisible et la latence évoluent tout le temps, mais elles sont toujours présentes dans ce que nous on appelle l'anecdotique, c'est-à-dire les petites histoires tenues secrètes, ces petites histoires qui entre nous relient. C'est à peu près tout notre travail, en fait. C'est des cartes postales ou de la représentation, des aventures spatiales, des scams sur Internet. C'est des petites histoires, mais qui vont raconter énormément. Le 4 août, c'est un événement qui a été très, très partagé. On a senti quelque chose qui nous concernait tous, etc., et qui s'est étiolé à une vitesse tellement rapide. On a l'impression qu'on vit dans un monde où on va détruire cette possibilité du commun. C'est un programme politique libertarien d'un côté, lié aux techno-puissances de l'autre, etc., où le but est d'essayer d'enlever cet élément qui aurait pu imaginer un autre monde. Au Liban, pour citer Dominique Hédé, le Liban est un endroit où... Le Liban est celui auquel l'avenir arrive en premier. C'est très touchant de voir tout au long de l'émission comment chacun vous rebondissez sur ce que dit l'autre et finalement vous êtes une source d'inspiration l'un et l'autre en permanence. Déjà l'autre, j'imagine, vous ne savez pas ce que vous allez raconter l'un ou l'autre, n'est-ce pas ? C'est la rencontre, c'est aussi le partage, la possibilité de la collaboration. Moi, je crois énormément à la collaboration. J'aime la collaboration, je pense que vous savez tout ça puisque vous travaillez dans un journal et tout ça. Mais les artistes ne collaborent pas toujours facilement. Il y a une image un peu l'artiste seul qui crée. Moi, j'adore le fait que, justement, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec d'autres, avec des acteurs, avec des physiciens ou des géologues ou des gens très différents ou des poètes et qu'on travaille à deux parce que cet échange, c'est quand même la base pour nous de ce qu'on peut faire de ces rencontres dont on parle. Et même, nous sommes le produit de certaines situations. J'ai rencontré au Liban des partenaires de travail, d'autres amis et artistes. Je ne suis pas un accident. Je viens de quelque chose de profond. Il y a une situation qui a amené à ce genre d'interrogation. Donc c'est parfois réconfortant parce qu'on ne se sent pas isolé. C'est les fantômes de Smyrne et de Jérusalem. Aussi. Johanna, tout à l'heure, tu disais comment est-ce qu'on fait pour tenir, et tu disais c'est aussi une question qui se pose pour nous journalistes. Moi, parfois, pour tenir, je me révolte contre le journalisme. J'en ai marre, ça sert à rien. Vous, ça vous arrive de vous rebeller contre l'art ? Beaucoup, effectivement. Surtout, c'est ce qu'on nous renvoie souvent. C'est-à-dire, on nous renvoie souvent, et ces dernières années, plus que jamais au Liban, que l'art ne sert à rien. En temps de crise, en temps de guerre, tu n'as pas le droit, en tant qu'artiste, de produire. Ça, c'est assez fascinant. C'est comme si on disait à quelqu'un, tu n'as pas le droit d'écrire. C'est un débat quand même qui a agité énormément de poètes après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que la poésie est possible ? Après le débat Adorno-Ceylan, dans lequel nous, on s'est beaucoup passionné sur ce débat aussi. Est-ce qu'on peut faire de la poésie après que le monde ait vécu l'horreur et la barbarie arrivée à ce stade ? Est-ce que l'homme a encore de la beauté dont tu parlais, Anthony, à donner, à partager ? Et il y a le jugement. Il y a ce diktat aussi, justement, tu ne peux pas produire parce que si tu produirais, tu ne serais pas en train de faire de la politique, en fait, sur le terrain, ou je ne sais pas, tu
totalement désespéré, comme tu devrais l'être. Et en fait, il s'est passé quelque chose très clair le 4 août pour moi, puisque j'étais assez proche de l'explosion et que je n'arrêtais pas de pleurer, en fait. C'était catastrophique. Je pleurais. On a un enfant qui est jeune, en fait. Et je ne voulais pas qu'il me voie comme ça et je n'arrivais pas à me rassembler. Et je pensais tout le temps à Orphée. Orphée, disons, on sait tous qu'il aimait Eurydice, et puis Eurydice est morte et il s'est retourné, elle s'est transformée en statue, et il est devenu extrêmement triste, et il n'a pas arrêté, alors ça c'est la seconde partie que moi je connaissais moins, mais qu'il n'a pas arrêté d'être tellement triste que les Ménades qui servent Dionysos en ont eu marre, elles l'ont démembré, elles l'ont jeté à travers le monde, et sa tête qui est arrivée à Lesbos a continué à chanter, en fait, sa tête décapitée toute seule, et c'est un peu le fondement de la poésie. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir en me disant que j'avais le droit, en tant qu'artiste aussi, d'avoir encore envie de créer. Tu peux ne plus vouloir être journaliste et mettre totalement en question ce que tu fais tous les jours, mais quelque part, tu as aussi le droit de continuer, malgré les doutes, malgré l'arrêt, malgré là où tu te dis je n'ai plus rien à dire, il y a encore quelque chose en fait. Tu dis quelque tu chose continues quand tu dis à que tu n'as chanter. plus rien Mais à on dire. va séparer, on va même séparer l'intérêt, le métier, de la nécessité du travail. C'est-à-dire que dans une situation comme celle-là, pour ne pas en faire un traumatisme, il faut le travailler. C'est-à-dire, quand je parle de traumatisme, c'est quelque chose qui nous submerge tellement, qui nous annihile. D'accord ? Donc, il y a un élément qui fait que le travail était devenu une nécessité pour Joanna pour pouvoir Travail thérapeutique, vivre. la dimension, oui. Pour pouvoir tout simplement Mais vivre. moi, même pour nous, en tant que journaliste, moi, après le 4 août, je me souviens, Anthony, tu m'avais demandé de faire un article sur l'histoire du port de Beyrouth. Cet article-là m'a vraiment permis de digérer tout ce qui était en train de se passer Digérer, et de donner je ne du dirais pas. sens. Moi, Ouais. ça m'a permis de donner du sens parce que ce port, on Oui, l'a mais eu le terme face à nous digérer est mauvais. toute notre vie. On l'a eu face à nous toute notre Ouais. vie. On l'a jamais vraiment regardé. On savait pas c'était quoi ce port. Et un jour, il nous explose à la figure. Et on sait même pas c'est quoi qui nous explose à la figure. Ça n'a aucun Ouais. sens. Et moi, me plonger dans l'histoire de ce port, ça m'a permis Oui, de redonner un peu de c'est quoi ça qui nous a explosé à la Ouais. figure. Oui, donc, tu as raison. C'est vrai que ça a cette possibilité aussi, pas seulement pour toi. Je crois que ça aide aussi d'autres à connecter. Nous, quand on a fait l'exposition au Musée Sursaut l'année dernière, ça s'appelait ce souvenir de la lumière, en fait, et on s'est beaucoup questionné là, sur cette idée-là. Et je pense que partager et se rendre compte qu'on peut aussi retrouver, partager ensemble de la beauté et de la poésie face au chaos, c'est aussi très important. Alors, je voudrais revenir un tout petit peu sur Adorno était un théoricien de l'art qui est très 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 important et qui avait dit que en fait toute poésie après la Shoah serait un acte de barbarie. Et Paul Celan, qui était sorti des camps, a décidé de lui répondre. Pour Adorno, la poésie est renvoyée à quelque chose qui est de l'ordre de la musique. Et dans la musique, il ramène ça à l'harmonie. Il y aurait une règle harmonique là. Alors que chez Celan, ça renvoie à la respiration. Et Celan va même prendre la décision de réécrire de la poésie en allemand. Donc il y a quelque chose qui est comme un acte de vie. Et de puissance poétique. Mais ce n'est pas un acte militant, parce que le militantisme, c'est encore autre chose par rapport à ce dont Joanne a parlé. Le militantisme ne se pose pas ces questions-là, il est en acte. On va écouter un extrait de votre documentaire Ismir, qui est sorti en 2016. Ces images ont été tournées avec la poétesse et peintre Etel Adnan. Et dans ce documentaire, vous partez à la recherche d'une ville que vous n'avez jamais connue, Smyrne, qui est aujourd'hui Izmir, en Turquie. Vous plongez dans la mémoire de Etel Adnan, mais aussi dans la mémoire de ta famille, Joanna. Ta famille, comme la sienne, sont marquées par l'exil après la grande catastrophe de 1922. Et ce film explore comment une ville disparue continue d'exister dans les récits familiaux. On écoute l'extrait. Chez mes grands-parents, on vivait dans un monde... alors qu'ils étaient connectés au Liban. Voilà. Mon grand-père a beaucoup travaillé au Liban, il a fait beaucoup de choses, mais dans la cellule familiale, on était ailleurs. On était dans une sorte de chose... On vivait deux mondes. On vivait Beyrouth avec les Libanais, les enfants de Beyrouth, et on retournait à son monde à soi. On vivait dans deux mondes qui ne se touchaient pas.
tu vis dans l'imaginaire. Donc, à travers cet imaginaire, tu te construis, donc ça fait partie de qui tu es. C'est quand même tout ce que tu as vécu autrement. Donc tu as vécu aussi ça, tu as participé de leur vie. Tu as vécu cette participation, c'est du vécu, un autre vécu. La seule chose qui reste, c'est la transmission orale. Si tu l'enlèves, il reste rien. Ton grand-père a dit, parce qu'il n'y a pas de lettres gardées, il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de photos, il n'y a rien. C'est le fameux grand-père. Qu'est-ce que son fils a raconté à son fils? Donc raconter chez nous était presque survivre. Quand on me dit Smyrne, j'ai pas vu Smyrne, mais c'est pas vide non plus, je ne sais pas ce que c'est. Ça réveille quelque chose. Quand ma mère me dit qu'il y avait des voitures à chevaux à Rabat, non, je n'ai jamais vu. On le reconstitue et on croit. Il y a une magie qui s'opère. C'est comme quand tu fais de la photo et le soleil imprime et fait. Il doit y avoir des impressions magnétiques transmises. Et ça prend tout de suite forme de pareil. Même la misère. Parce qu'il y a un mythe qui se forme. Et même leur chagrin. En écoutant cette conversation entre toi, Johanna, et Tel Adnan, j'ai pas pu m'empêcher de penser au paradis perdu, à nos paradis perdus. Pour les Palestiniens, c'est la Palestine. Pour nos parents, c'est le Liban d'avant la guerre. Pour ton grand-père, c'était cette ville qui a brûlé. Et j'ai pas pu m'empêcher de penser à quel point est-ce que cette mémoire qui se transmet, ça peut être aussi une malédiction, un fardeau, quelque chose de très lourd à porter. Et à la fois, on a besoin de raconter. Il n'y a rien de pire que le silence quand il s'installe dans une famille. Et en même temps, c'est quelque chose de très lourd. Est-ce que tu vois la mémoire aussi comme un fardeau ou bien est-ce que je me trompe ? Donc nous, on a grandi, Ethel, donc sa mère grecque de Izmir, son père syrien, officier de l'Empire ottoman, se marie, ils viennent à Beyrouth et puis bien sûr, elle ne peut pas retourner. Ethel née ici et sa mère écrit même qu'elle est née à Izmir, qu'Ethel est née à Smyrne. Et moi, j'ai été élevée par des grands-parents, surtout mon grand-père, qui parlait de Smyrne toute la journée. Et ma grand-mère d'Istanbul, Constantinople, voilà. J'étais élevée dans une famille grecque, donc l'exil était très présent. Et tu dis aussi dans ton documentaire que ton père en avait marre d'entendre d'écouter les histoires de ton grand-père, mais le jour où il meurt, c'est ton père qui prend la relève. Exactement, tout à fait. Malgré ça, ils nous ont transmis leur tristesse. Mais c'était aussi des gens qui ont fait beaucoup le Liban, disons. Ils ont tous ces exilés qu'on a eu au Liban, les Arméniens, les Grecs, les Palestiniens et autres, ont fait beaucoup de choses au Liban. Ils ont construit le Liban contemporain. Dans ce documentaire, moi, je vais à Izmir, en fait. J'ai le sentiment tout de suite de poser mes valises, en fait, et que ce trauma n'est pas le mien, que je veux me débarrasser du trauma de mes grands-parents. Et ce qui est très intéressant, c'est que Ethel et moi, on a cette conversation sur... On nous a transmis ça, on a été imbibés par la tristesse de nos parents, par les souvenirs et tout ça, mais en même temps, nous, on veut être hors de la nostalgie, hors de leur nostalgie. Ce trauma est le leur, et nous, on le reconnaît, on le connaît, on le transmet aussi à nos enfants, mais hors de la nostalgie, dans un présent qu'elle appelle le présent continu. Et moi, ça, j'y crois énormément. Je pense que la problématique de la nostalgie est vraiment un poison qui nous a fait énormément tous de mal, parce qu'elle nous a fait fantasmer qui n'existait pas, comme un paradis perdu, comme si la guerre était une parenthèse, comme si avant c'était incroyable et que c'est pas des événements historiques, vous le savez mieux que personne, qui mènent à ces genres de conflits, que les conflits ne sont pas des accidents et qu'on peut éteindre d'un coup.
Est-ce que toi, après ce documentaire, tu as oublié, tu as voulu oublier cette partie de ton histoire ? Non, pas du tout. Je ne veux pas oublier d'ailleurs. Je la garde en moi. J'ai fait le film, je le vois continuellement. Quand je rentre de Zmian, je fais une allergie énorme, de la tête aux pieds, des boutons partout. Et je raconte ça à Ethel. Et c'est comme si, en fait, j'avais juste évacué ce. Et Ethel, c'est pareil. Ethel n'a jamais été à Izmir, d'ailleurs. C'est pas évacuer, c'est d'avoir éprouvé. C'est-à-dire qu'il y a un rite, il y a un passage. Et dans les preuves qu'elle a fait, dans ce travail-là, il y a eu le rush à tous les sens du terme. Je crois que c'est notre problématique au Liban. On vient de communautés. Et l'individu il est totalement pris dans le collectif. Et se libérer du collectif, de la communauté, de la confession, c'est très important pour retrouver sa singularité. Et je pense que c'est ça ce qu'on essaie aussi de dire, c'est retrouver sa singularité. Parmi toutes les images qui circulent aujourd'hui au Liban, lesquelles vous paraissent les plus mensongères ? Je ne me suis jamais intéressé aux mensonges des autres. Il y en a tellement. Il y a pire que le mensonge. Il y a le fait que les gens sont parfois convaincus de ce qu'ils disent et qu'on sait que c'est un monde impossible qu'ils nous proposent, où c'est vraiment une forme d'enfer. En fait, il y a un truc très étrange, c'est que le Liban me passionne dans ce qu'il provoque. Mais en même temps, il est épuisant en ce moment, dans le sens où on est tous épuisés par les situations, on est obligé de repréciser tout le temps d'où on parle, comment on parle, etc. On a besoin aussi peut-être d'un peu de bienveillance entre nous. C'est-à-dire que parfois, je me vois avec certains de mes amis, je suis obligé de rejustifier de ma position. Mais tu te souviens, c'est moi, j'ai une histoire avec toi. Il y en a pas mal, des images. Peut-être pas seulement des images, mais des récits, je crois, très mensongers. L'idée qu'on peut vivre les uns sans les autres, que, en fait, ce qui se passe, par exemple, au sud du Liban, c'est comme si c'était une île, d'accord, qu'on pouvait s'en séparer. Qu'il ne nous affectait pas, que tout ce qui se passait n'était pas en fait quelque chose qu'on doit partager tous ensemble. Je crois que c'est un des récits les plus mensongers peut-être, celui-là, celui de penser que en voulant se sauver, on peut se sauver tout seul en fait. Ça, moi j'y crois pas du tout, par exemple. Je pense que la violence qu'on ne condamne pas nous contamine. Et pareil pour ceux qui pensent qu'ils peuvent en ce moment rester planqués. C'est une image et un récit très mensonger, parce que si tu restes planqué en ce moment même, il y a quelque chose de ton humanité que tu perds. Tu es obligé de t'exposer. On est de plus en plus sujet à des éléments de simplification. C'est un peu votre rôle aussi a changé. Vous n'êtes plus des outils d'information. Vous êtes des révélateurs de complexité ou de problématiques et d'enjeux. Il faut aujourd'hui rendre compte de la complexité. Joanna a parlé au tout début sur la notion d'imaginaire. Pour nous, les imaginaires, ce sont donc des modes de représentation qui comprennent aussi bien les faits que les fictions. Mais donc, pour qu'on puisse croire à une histoire, il faut un faisceau de représentation pour qu'on puisse y croire. Sinon, on n'y croit pas. Ou tu ne t'autorises pas à faire ce que tu veux ou à être ce que tu veux, en fait. Tu es totalement conditionné. Ton imaginaire est colonisé totalement. Donc, quelque part, pour revenir à ce qu'on disait, l'art, le cinéma, l'écriture, ça décolonise un peu ces imaginaires-là. Ça nous permet, en tout cas, de déconstruire certains mensonges, disons, déconstruire des images mensongères. Et c'est très, très important. Il faut garder de la complexité. C'est la seule chose dans un monde très simplificateur. Il y a quelques jours, c'était les 20 ans de Metropolis. Metropolis est une aventure auquel... Donc le cinéma Metropolis à Beyrouth, qui, pour moi, est peut-être une des plus belles choses qui se soit passée cette année comme aventure, ces 2 dernières années. Et à cette occasion, Hani Amroué, la directrice, avait fait avec son équipe une programmation où il y avait des films très très variés, des films qui sont plus proches de mon esthétique et d'autres que je n'aime pas, dont un que j'avais bien aimé à l'époque, mais je savais que je n'allais pas l'aimer sur le moment même. Et
Effectivement, je ne l'ai pas aimé. Mais j'ai pleuré pendant ce film-là énormément, à tel point que Joanna m'a évacué en allant chercher des pop-corn qui sont très bons au demeurant. Mais juste pour me... C'est-à-dire que même si ce n'est pas mon esthétique, même si ce n'est pas... Je sais que je suis prisonnier de ce film. Il s'agissait de Cinéma Paradiso. Dans une copie restaurée sublime, etc. Ce n'est pas mon esthétique. C'est un film que je ne suis pas censé aimer, mais qui a réussi, du fait de la situation, à dégager quelque chose d'autre. Est-ce que vous avez beaucoup travaillé sur les silences, sur les absences? Est-ce qu'il y a des sujets que vous ne vous autorisez pas à aborder? Non. On part jamais sur une autocensure comme ça. Il y a des sujets... j'ai beaucoup de mal avec cette question d'autoriser... parce que ce sont des questions de moralité et pas d'éthique. Il y aurait une morale. Alors que le cinéma, par exemple, nous a appris qu'au-delà de l'esthétique, il y a une question d'éthique. C'était la fameuse question du travelling dans Capot. Il y avait un travelling qui allait sur le visage d'une personne derrière un camp et les critiques de la Nouvelle Vague vont descendre le film en disant c'est inéthique. Voilà, la question de l'éthique est très très importante. La question de la morale, j'ai beaucoup plus de mal. Donc il n'y a aucun sujet tabou, en tout cas pour moi. Quel qu'il soit, tout dépend de la façon dont on l'aborde. On va s'arrêter sur ce mot, l'éthique de l'esthétique. Lorient la nuit, c'est fini pour ce soir. Chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous à la rentrée. On va faire une pause cet été, le temps de respirer et de se ressourcer. On se retrouve dès septembre. En attendant, prenez soin de vous et restez connectés sur le site de Lorient le Jour. À très vite. Merci à vous, chers invités. Merci. Merci.